Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est devenu incontournable ces dernières années, le télétravail. Alors que de plus en plus d'entreprises et d'employés embrassent cette nouvelle façon de travailler, il est essentiel de se pencher sur la question de l'équilibre. Comment trouver le juste milieu entre vie professionnelle et vie personnelle lorsque notre domicile devient notre lieu de travail? Pour nous éclairer sur cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ariel Simoni, psychologue. Ariel Simoni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous une nouvelle fois pour nous éclairer un petit peu sur ce sujet, comment mieux faire, comment mieux peut-être vivre le télétravail, trouver le bon équilibre. Première question pour démarrer ce sujet, quels sont les principaux défis auxquels les employés sont confrontés lorsqu'ils travaillent à distance et tentent de trouver justement cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Alors justement, parce que vous parlez de défi, finalement, voilà, on peut effectivement aborder ça au sens du défi dans la mesure où il y a d'un côté un certain nombre d'avantages, mais de l'autre, l'idée finalement de trouver les éléments qui vont permettre de tirer profit de ces avantages, de tirer profit de ce cadre qui a priori semble plus plus confortable, plus libre, mais qui derrière peut amener à un certain nombre d'éléments à mettre en place. Alors, notamment la question du cadre en premier lieu, puisque au final, bon voilà, on se rend bien compte que dans un dans un dans une dans une activité avec une structure classique, on va avoir un cadre de travail en termes d'espace et de temps. Et finalement, le challenge, ça va être de pouvoir se trouver un cadre qui permette finalement d'adapter son travail euh, en étant chez soi. Voilà. Donc ça c'est vraiment un premier challenge. Ensuite, le deuxième challenge, je dirais, c'est aussi la concentration, la motivation, parce qu'au final, on se rend bien compte que travailler dans un espace personnel, ou en tout cas dans un espace qui n'est pas spécifiquement dédié au milieu professionnel, ça peut amener vraiment à devoir trouver les moyens qui permettraient de se concentrer. Alors, enfin, si on a des enfants qui rôdent autour Oui, ou pas évident. des ou des bruits chantiers environnants, ça voilà, ça c'est clair que ça devient plus qu'un défi. Mais voilà, de principe, l'idée c'est d'arriver à se concentrer, à être focalisé sur son travail tout en étant dans un milieu personnel. Euh, il y a aussi le challenge de l'efficacité, parce qu'au final, l'idée aussi, c'est de se dire que, alors, quand on parle d'efficacité, on peut parler par rapport aux employés, c'est-à-dire ceux qui font du télétravail en employé, mais aussi, on parle aussi des indépendants. Finalement, de plus en plus d'indépendants aujourd'hui qui travaillent de chez eux et qui finalement, voilà, vont se donner le challenge de pouvoir euh, euh, avoir une activité en étant chez eux, en n'ayant pas à avoir à prendre un local spécifique pour leur travail. Donc, il faut se rendre compte que aussi bien un employé ou un indépendant, il va y avoir un certain nombre de challenges. Alors, euh, on pourrait faire éventuellement aussi un comparatif entre les deux. En tout cas, il y a aussi une question d'efficacité. Bon, quand on est indépendant, on recherche beaucoup plus l'efficacité parce que c'est son propre chiffre, c'est son propre résultat. Euh, mais c'est un vrai challenge aussi de pouvoir se tenir sur l'efficacité et donc de pouvoir respecter des objectifs. Et puis le dernier challenge qui est, on va dire, le plus dur, c'est d'avoir une organisation qui permette justement cet équilibre entre
la vie professionnelle et la vie personnelle, et donc de trouver la bonne articulation, le bon dosage, aussi bien en termes de temps que d'énergie entre son temps de travail et son temps de plaisir et de repos, parce qu'il y en a qui parfois se retrouvent à faire l'économie aussi du sommeil, ou se dire bon c'est pas grave, je je me reposerai plus tard, ou je sortirai plus tard, et que du coup ils sont parfois complètement absorbés par leur travail, et, euh, et voilà, et là du coup ils se retrouvent en échec. Donc voilà, on va dire voilà, du coup on a quatre gros challenges qui sont euh, qui sont à pouvoir euh, remplir pour tenir cet équilibre. D'accord. Et justement, quels conseils, pardon, pouvez-vous donner aux employés pour établir, employés ou indépendants, hein, pour établir une routine équilibrée quand on travaille à domicile? Comment gérer ce temps-là lors du télétravail pour éviter le surmenage ou l'épuisement professionnel? Alors oui, au niveau des conseils, en fait, donc c'est justement pour pouvoir répondre finalement à ces challenges. Donc, par rapport à la question du cadre, donc c'est de se pouvoir se donner des horaires, parce qu'au final, justement, lorsqu'on est dans un cadre qui est finalement personnel, dans un espace personnel, on veut se donner du coup un cadre plus souple, mais parfois ça peut être le piège, parce que finalement, soit on se retrouve à déborder sur un terrain personnel, finalement on a du mal à travailler, soit de l'autre côté on s'astreint à des horaires beaucoup plus lourdes et qui font que du coup ça nous met en difficulté. Donc pouvoir se donner des horaires, fixer des horaires, fixer des horaires, pouvoir optimiser son temps, parce qu'au final l'idée aussi c'est de pouvoir se dire quel temps je me donne en termes de travail et quel objectif je me fixe. Et ça, voilà, disons que le fait de se retrouver plus seul face à soi-même, ça devient finalement aussi une expérience pour un employé de vivre celui de l'indépendant, de se dire voilà, c'est moi qui me gère, c'est moi qui me gère, donc c'est moi qui finalement dois pouvoir m'apporter le cadre qui va me permettre de pouvoir avancer dans mon travail. Donc il y a cet enjeu d'optimisation avec le principe de remplir des objectifs et se dire voilà quels objectifs je me définis dans mon travail. Et ça voilà, on sait que c'est pas comme lorsqu'on se retrouve donc dans un cadre de travail classique et que voilà, on est à partir du moment où on est dans son bureau, voilà, on peut avoir quelques missions qui sont confiées, mais au final, on peut se retrouver avec des objectifs qui peuvent être plus flous. Et là, pour le coup, quand on est dans un espace personnel, c'est beaucoup plus difficile. Et on a donc bien intérêt à être vigilant sur la question des objectifs, euh, et puis l'organisation vraiment, c'est c'est tout le principe d'un fonctionnement du travail, c'est d'être organisé, c'est de pouvoir hiérarchiser ces tâches, c'est de pouvoir les placer dans le temps, en estimer la durée. Voilà, c'est ce qui fait finalement toute la force du travail, c'est d'avoir un un fonctionnement qui permette euh, justement d'arriver à trouver cet équilibre. Quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'une personne a du mal à trouver cet équilibre dans son télétravail et comment peut-on remédier à cette situation? Alors au niveau des signes, bon, alors il y a des signes qui sont propres à la personne, c'est-à-dire que bon, clairement, quand elle est dans une fatigue qui est finalement excessive, une perte de motivation, où elle a du mal à se mettre, on va dire, dans le travail, elle a du mal à se mettre à se mettre dans le cadre, malgré elle. Elle essaye de se tenir à son activité, mais elle n'y arrive pas.
lorsqu'elle a une baisse de performance, c'est-à-dire que finalement, voilà, elle sent elle prend ce temps pour le travail, mais qu'elle n'est pas effective dans son travail, qu'elle n'arrive pas à produire en termes de résultats. Donc, il y a ce challenge-là. Et puis, bien sûr, le stress qui s'y lie est permanent et répétitif quand la personne se retrouve dans un état de pression, qu'elle a du mal à respirer, qu'elle a du mal à vivre les choses de manière sereine. Euh, Là, voilà, on a clairement un signe qui peut être annonciateur d'une difficulté qui peut devenir handicapante. Et le dernier point, le repli social. Parce qu'au final, une personne aussi, elle peut se trouver repliée déjà de par la configuration du télétravail, mais au-delà de ça, elle peut aussi se retrouver repliée par rapport à sa difficulté de gérer son travail et à ce moment-là d'être de plus en plus en retrait par rapport à son milieu social environnant. Vous évoquiez l'isolement social. Comment prévenir de cet isolement et maintenir des relations saines tout en travaillant à distance? Alors oui, parce que effectivement, l'isolement, c'est un vrai souci dans le télétravail en soi, puisque on a un environnement social naturel qui se met en place, qui se vit dans un cadre de travail classique. Et là, effectivement, lorsqu'on est dans le télétravail, euh, on se retrouve, on se retrouve par le contexte relativement isolé. Donc à partir de là, l'idée, c'est effectivement bien sûr de veiller à entretenir sa vie sociale, que ce soit virtuel ou physique. Euh, ça effectivement, bon, il y a aussi des différents outils qui permettent de pouvoir rester en contact avec ses différents collègues, avec son milieu environnant. Si on parle déjà du cadre professionnel, c'est d'avoir déjà des outils qui permettent de communiquer assez facilement. Et bon, voilà, aujourd'hui, on a la technique, la technologie qui la permet. Maintenant, au-delà de ça, c'est aussi pouvoir mettre en place des moments dans lesquels on va avoir une vie sociale qui soit physique et donc qui nous permettent de nous déplacer physiquement, de rencontrer des gens physiquement, parce que souvent, lorsqu'on est pris par le virtuel, on se retrouve complètement absorbé par, par ce phénomène qui en soi est confortable dans l'absolu euh, et qui donne l'impression que tout fonctionne bien, mais on se rend pas compte que cette configuration nous réduit nos capacités de sociabilité, euh, sachant que sur le plan hormonal et sur le plan énergétique, on n'a pas les mêmes sensations lorsqu'on rencontre une personne physiquement ou qu'on la voit virtuellement. Et donc, quand on voit une personne virtuellement, on fonctionne en fait avec nos capteurs et nos signaux qui ont pu être stimulés initialement physiquement. Vous voyez, et, et, et moins on les travaille, plus en fait ils se réduisent et plus ça devient difficile pour nous de nous socialiser. Donc il y a un réel enjeu de pouvoir notamment se trouver euh, des cadres de travail qui seraient sociaux, donc on parle de télétravail du coup qui veut dire pas forcément à la maison, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent se retrouver à travailler dans Un les espace de coworking, par exemple. ouais, du Ouais. coworking, d'autres espaces qui finalement, voilà, amènent Avec à être du passage, avec une interaction absolument, sociale, effectivement. voilà, voilà, amènent à avoir une interaction et qui permet finalement
de se maintenir dans une sociabilité naturelle qui aujourd'hui disparaît. On voit les gens qui peuvent être très, très actifs, très interactifs sur le plan virtuel, et puis et puis lorsqu'il s'agit de, de rencontres physiques, là on a l'impression d'avoir des autistes parfois. C'est devenu un vrai fléau. Il y a des comportements autistiques qui se sont développés suite à cette hyper virtualisation de la société, de la sociabilité. Donc il y a un vrai, il y a un vrai enjeu à pouvoir, à pouvoir entretenir cette sociabilité de différentes façons et de ne pas se laisser prendre euh, par cette facilité, par cette aisance qui finalement nous mène plus à de l'inertie qu'un réel développement sur le plan de sa personne. Moi, j'avais une autre question en rapport effectivement donc avec le bien-être mental, le bien-être émotionnel quand on est dans cette configuration-là. Est-ce qu'il existe des techniques de gestion du stress spécifiques pour les travailleurs à distance? Alors, spécifique pour les travailleurs à distance, bon, hormis le principe d'avoir des pratiques de sport, de yoga, de méditation, d'avoir une alimentation équilibrée, de veiller à une organisation qui soit saine, qui permette finalement de prévenir de certaines dégradations qui peuvent être, on va dire, source, source, source de stress ou qui vont pas permettre de libérer le stress quotidien, parce que finalement, on va pas dire non plus qu'on peut pas avoir de stress dans son travail. Euh, si on faisait son travail qu'avec du plaisir, ça se saurait. Il y a quand même un principe d'obligation. Donc, donc l'idée, c'est finalement aussi de considérer qu'on peut utiliser une technique qui s'utilise notamment aussi pour gérer des situations émotionnelles difficiles, qui est une technique que j'ai personnellement mis en place, donc qui a été prise et reprise sous différentes formes théoriques. Mais disons que la façon dont on pourrait se tenir pour justement travailler là-dessus, on pourrait appeler ça la technique des 4 R, parce qu'en fait, voilà, c'est 4 actions qui commencent chacune par R. Donc la première, c'est la respiration profonde, parce qu'on respire jamais assez suffisamment et jamais assez profondément. On a une respiration qui peut être assez basique, assez spontanée, mais on se rend pas compte que notre respiration a besoin parfois d'être euh, d'être reboostée. Donc, c'est faire des exercices de respiration profonde déjà dans un premier temps. Euh, le deuxième, le deuxième point, c'est de pouvoir rationaliser les situations qui arrivent, c'est-à-dire finalement pouvoir poser des mots sur le quoi, pourquoi d'une situation. C'est-à-dire qu'au final, on peut se retrouver dans des situations euh, assez envahies par ce qui se passe. Et l'idée, c'est de pouvoir poser des mots, de trouver des mots qui vont permettre de trouver une logique, une cohérence par rapport à ce qui se passe. Donc la rationalisation, c'est une action importante. Ensuite, le troisième point, ce serait de relativiser. Et ça, voilà, on ne sait pas souvent. Et on doit avoir ce réflexe à relativiser, c'est pouvoir situer un problème dans un ensemble et d'une certaine façon, en estimer la gravité, l'importance et pouvoir faire ressortir le côté positif et négatif. Vous voyez.
que de se laisser complètement envahir. Euh, et du coup, le quatrième point, c'est réagir sur le positif et sur le négatif. C'est-à-dire qu'on va euh, faire en sorte de faire ressortir le positif d'une situation pour justement s'encourager, se motiver. C'est important d'aller chercher le positif d'une situation pour, euh, pour, euh, pour s'accompagner à trouver une issue, hein, si on peut dire, surtout quand on est seul face à soi-même. Voilà, on n'a pas ce, 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 cet employeur ou certaines présences qui viennent pour nous rassurer, qui viennent pour nous faire sortir le positif. Et ça, on doit être amené à pouvoir le faire par soi-même. Et par rapport à l'aspect négatif, donc ce qui peut s'avérer problématique, c'est voir qu'est-ce qu'on doit accepter et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est-à-dire que finalement, supposons qu'on se retrouve à faire une erreur ou quelque chose qui dysfonctionne dans son travail. Bon, on peut pas revenir dessus, mais par contre, on voit qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça se passe autrement. Vous voyez. Et finalement, on traite l'émotion, on traite la négativité de bout en bout, et on lui permet de pouvoir se dissoudre. Voilà, se dissoudre. D'accord. Bah, merci beaucoup pour voilà tous ces précieux conseils pour essayer de trouver un équilibre, parce qu'évidemment donc il y a des inconvénients, il y a aussi des avantages. On peut tirer profit aussi de ce télétravail quand on sait bien aménager ses horaires et sa qualité de travail, sa production, etc. Un équilibre donc qu'il est possible de trouver, et surtout effectivement il faut veiller surtout à ses relations sociales, ne pas hésiter à s'octroyer du temps pour profiter, rencontrer des gens, leur parler, appeler vos amis, organiser, profiter du temps justement que vous avez hors des transports pour voir ces amis-là. Et comment de leur côté les employeurs qui ont recours justement au télétravail avec leurs employés peuvent-ils soutenir leurs employés dans leur recherche entre équilibre de vie professionnelle et personnelle? Alors, disons que le principe des employeurs, c'est bon, pouvoir accompagner leurs employés dans le cadre professionnel. C'est pas, euh, ça ne va pas être spécifiquement leur rôle de pouvoir les aider à trouver un équilibre. En revanche, l'idée, c'est de les accompagner à justement avoir une part professionnelle qui soit gérable pour eux, qui soit bénéfique pour eux, qui leur permette justement de trouver cet équilibre avec la vie personnelle. D'accord? Donc, au final, il y a ce principe de les accompagner à appliquer un cadre, à pouvoir appliquer une organisation et à pouvoir se définir des objectifs qui vont permettre de, de, de mettre des frontières par rapport à son travail pour que ça ne vienne pas empiéter sur sa vie personnelle. Vous voyez? Parce que là c'est aussi important de savoir quel manager être dans ce type de configuration par télétravail. Et parce que finalement, on peut aussi parler d'un management du télétravail, de se dire comment est-ce que je gère mes employés à distance. Vous voyez. Donc, euh, au final, il y a cet aspect-là d'accompagnement qui est important pour aider à poser ce cadre, euh, considérant que voilà, il ne s'agit pas d'un simple transfert d'activité d'un espace à l'autre, mais de tout un cadre qui a besoin de s'appliquer et qu'on doit arriver à faire tenir et permettre donc à l'employé d'avoir ce cadre. Entre parenthèses, je parle, on parle aussi de ce cadre qui doit aussi s'appliquer finalement à un indépendant. Parce que l'idée, c'est de se dire, voilà, que je sois indépendant, je dois trouver cet équilibre. Maintenant, la différence avec celui qui est employé, c'est qu'il doit rendre des comptes et que il a un certain nombre de résultats à atteindre. Et l'idée, c'est comme même qu'on puisse comprendre que le cas du télétravail peut être difficile à mettre en place et que l'employeur donc a intérêt à accompagner
son employé dans ce processus-là et de veiller aux éléments qui vont lui permettre de réaliser, de définir les besoins euh, par rapport par rapport à la réussite de son activité professionnelle, d'être à l'écoute des éléments spécifiques à ce cadre de télétravail, et puis au-delà de ça, de pouvoir envisager une formation ou même des consultations psy du travail, qui permettrait de justement pouvoir mieux gérer sur le plan émotionnel et d'être capable de mieux scinder la partie pro de la partie perso. Parce que finalement, c'est une vraie discipline. Et, euh, et lorsqu'on est justement indépendant, euh, on se rend compte de la difficulté que c'est de pouvoir se gérer par soi-même, sachant que on est son propre patron. Donc il y a ce challenge-là, et il y a certains outils qui finalement se développent aujourd'hui, je pense, d'avoir ces formations et de pouvoir aussi avoir ces séances qui se proposent. J'ai notamment eu une personne qui m'avait contacté pour une situation de télétravail, et où en fait l'employeur en fait s'inquiétait de l'état psychologique de son employé, et a demandé de faire un bilan pour s'assurer que tout va bien, parce que voilà, il sentait il y avait un décrochage. Et moi je trouve Création ça, claire. comment? Démotivation totale de Oui, l'employé. Ouais. oui, et je trouve ça remarquable. C'est non, t'as pas l'air bien. Écoute, va Mhm. consulter, prends une séance, voilà, et comprendre aujourd'hui que sur le plan aussi des outils, il y a beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de souplesse, notamment sur les soutiens psychologiques. On peut avoir des soutiens ponctuels de conseils qui permettraient de juste pouvoir se relancer, faire faire un point et aller de l'avant. Donc il y a effectivement cette, cette, euh, cet outillage-là aussi à, à proposer à l'employeur pour il puisse être mieux disposé à la performance de ses salariés. Très bien. Merci beaucoup pour cette vision globale. Et en effet, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, l'employeur est soucieux justement du bien-être de ses salariés en télétravail. Ils permettent d'adapter d'une année sur l'autre, ou à la demande, effectivement, le nombre de jours en télétravail, par exemple. Il y a des questionnaires aussi pour savoir comment on vit notre télétravail. C'est vrai que ce sont des choses très importantes. Et une fois par mois aussi, il y a une réunion avec la société au complet. Et ça, c'est vrai que c'est assez agréable de se revoir. Et voilà, c'est vrai que Bien le sûr, lien, il y a que ça de vrai. Donc, la bien machine à sûr, café, on a beau dire, bien sûr, elle bien est sûr. très importante. Bah, c'est toute une série, c'est tout un feuilleton, la machine à café. Exactement. Exactement. Du coup, c'est toujours Ouais, un moment joyeux et nécessaire en tous les cas, voilà, pour le bien des équipes, le bien de l'entreprise. bien sûr, bien sûr, Merci Ariel Simoni pour tous bien ces sûr. précieux conseils. Et bien sûr, donc on le rappelle, hein, mais que vous soyez employeur-employé, si vous avez des difficultés, dans tous les cas, ou indépendant, hein, entre votre vie professionnelle, la vie privée, ou que vous percevez un certain mal-être, il ne faut pas hésiter à aller en parler à un professionnel. Vous le dites, il y a des solutions ponctuelles, parfois peut-être un peu plus sur la durée, ça dépend peut-être du cas de chacun. Ariel Simoni, vous proposez vous-même des consultations. Comment faire pour vous consulter? Est-ce que vous avez un site internet, par exemple? Oui, oui, absolument. Il y a un site internet qui est dédié à l'activité, qu'on peut retrouver assez facilement. C'est directpsy.fr. Donc voilà, on le trouve sur internet. En tapant mon nom sur Google, Ariel Simoni. Et puis bon, voilà, on travaille aussi avec Doctolib et puis Wengo. Alors, ce qui peut être intéressant aussi,
Parce que bon, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup moins tabou d'aller consulter Totalement, ouais. pour X situations, notamment de travail, parce que des fois, parfois, c'est délicat d'aller consulter, de pas, de vouloir faire, de vouloir encore faire ça de manière anonyme. Donc, il y a tous les formats possibles aujourd'hui et donc bon, par Doctolib, par exemple, c'est un format standard, voilà, qui permet une prise de rendez-vous et le moyen de faire une téléconsultation, donc en visuel. Donc ça, c'est l'avantage aussi de pouvoir consulter de chez soi et aussi à des heures ou à des jours qui doivent être plus larges que des que ceux en Les sorties cabinet, de bureau. absolument, pour s'adapter au télétravail. Ouais, exactement. Et puis après, au-delà de ça, il y a aussi, et ce qui est intéressant aussi avec Wengo, c'est donc la possibilité de pouvoir consulter par téléphone ou par visio. Après, il y a aussi le système écrit, chat ou message différé. Mais disons que ça préserve aussi, ça, éventuellement, si pour ceux qui ont une difficulté par rapport à l'anonymat, voilà, ça permet de préserver l'anonymat de certaines personnes qui veulent consulter ponctuellement et qui ont besoin, voilà, juste d'avoir quelques conseils ou même de faire un bilan. Aujourd'hui, on peut faire un bilan. Enfin, moi personnellement, voilà, je fais un bilan psychologique qui est bon un peu plus long qu'une séance classique. La séance classique, elle dure 1 heure. Un bilan psychologique, ça dure 1 heure et demie, 1 heure et demie, parfois 2 heures suivant la profondeur du parcours. Mais disons que le principe, c'est de comprendre son fonctionnement, de Ouais, c'est ça. comprendre quelles sont ses difficultés, de comprendre quels sont ses besoins. Et Et du coup, de savoir après se mettre dans de bonnes conditions, c'est ça, hein. Une fois qu'on absolument, connaît son fonctionnement, ça permet un petit peu, voilà, de se donner toutes les chances, toutes les bonnes conditions pour réussir, finalement. absolument, parce que le principe, quand on parle de fonctionnement, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on répond à ses besoins, répond à ses besoins quotidiens, comment est-ce qu'on veille à son équilibre. Et qu'est-ce qui nous manque pour se maintenir dans cet équilibre-là. Donc on fait une forme de diagnostic global sur différents domaines de vie pour finalement voir en fait quelles sont les carences, quelles sont les difficultés et, et voilà. Et ce au-delà du cadre de travail, parce que des fois bon voilà on a le travail qui peut être pesant et qui vient voilà conduire à du burn-out euh, ou, à, ou à des états qui peuvent être critiques et qui empêchent la personne de fonctionner normalement. Mais il peut se trouver aussi qu'il y ait parfois un, un déséquilibre par rapport aussi à la vie personnelle qui peut être en carence et qui fait que la personne va avoir besoin de compenser son manque de vie personnelle sur sa vie professionnelle. Elle va beaucoup s'investir dans sa vie professionnelle jusqu'à s'y perdre. Vous voyez. Et l'idée, de garder cet équilibre, d'avoir un temps pour l'effort, un temps pour le plaisir, un temps pour le repos, et d'avoir une dynamique qui permette justement de rester en bonne santé. Et ça, voilà, on ne sait pas toujours. Et aujourd'hui, sur le plan psychologique, on a les éléments qui permettent de voir quelles sont les carences dans son fonctionnement, dans son quotidien, et qui empêchent en fait de, de pouvoir euh, de Être pouvoir totalement s'épanouir. épanoui. Ouais, ouais. Voilà. Oui, le bilan psychologique, c'est vraiment un outil Oui, très important. Exactement, il ne faut oui, pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel pour le réaliser. oui. Et d'ailleurs, cela fera l'objet d'un prochain sujet. Il est déjà prévu, donc je vous invite à rester bien connecté sur la chaîne. Allez, Simone, merci pour tout. Et bien sûr, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous partager votre situation, peut-être vos conseils en la matière. Il est toujours intéressant de partager son expérience car cela peut en aider d'autres. Merci à tous, à toutes et à tous pour votre fidélité. Ariel, Simone, un grand merci et à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt.